Aujourd'hui, même si on a l'impression que ça a progressé, il y a encore un chemin très très long avant d'avoir un niveau de conscience et de connaissance suffisant pour qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on se dit il faut prioritairement de la technologie pour décarboner l'énergie, de la technologie pour faire des gains d'efficacité et augmenter les rendements. Mettons que tu réussisses à tout décarboner avec la même consommation d'énergie et que après tu te dis bah maintenant on va baisser la consommation d'énergie, du coup tu as installé des trucs qui vont tourner pour rien. Aujourd'hui on crée des besoins qui n'existent pas. Dans le marketing, le métier des gens c'est de stimuler de la consommation. On produit des choses qui ne répondent pas à un besoin et après on se démerde pour les vendre. Bon, il faut sortir de ce système en fait. Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne qui, j'espère, à chaque fois contribue à vous éveiller l'esprit, vos connaissances sur les limites planétaires, sur l'épuisement des ressources, sur nos limites à nous en tant qu'espèce humaine. Je m'appelle Vince, abonnez-vous, likez, commentez tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder plein de sujets et qui de mieux qu'une personne qui a fait quand même beaucoup pour le climat, il faut le préciser, c'est Cédric Ringebach. Comment tu vas, Cédric? Bonjour Vince, ça va super. La vie est belle? Ça va. Ah, splendide. Ça fait plaisir de t'avoir et en plus, attends, je me suis installé alors qu'en plus de ça, tu m'as offert, pas celui-ci, il est où? Il est où le livre? Tu m'as filé? Ah, mais il est là, super. Il a tes pieds, c'est bon. Tu m'as offert un sympathique livre. Oui, le livre sur la fresque du climat. Alors, c'est pas le jeu. Il y a 6 mois à peu près. C'est pas le jeu de la fresque du climat. Non, c'est sur l'histoire de l'aventure de la fresque. Vous avez fait 2 millions de personnes, 2 millions de personnes qui ont été fresquées. Alors, la fresque du climat, je ne la présente plus. Si vous la connaissez pas, allez voir en description. Tu as fait ça, mais tu as fait tellement d'autres choses dans ta vie. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, Cédric? Très bien. Alors, pour me présenter, moi, je suis tombé dans la soupe du changement climatique en 2007 ou 2008, je pense, en voyant les conférences de Jean Covici, comme beaucoup de monde. Mais c'était tôt, ça, 2007-2008, c'est très tôt. C'est tôt. C'est le début de YouTube. Oui, en effet, c'est tôt, mais en même temps, il y en a tellement d'autres qui étaient là bien avant. Moi, j'ai connu des gens, j'ai eu la chance de connaître des gens qui étaient sur le sujet depuis 2000 ou même avant. J'ai même connu des gens qui ont fait la COP 1, qui ont fait le 3e sommet de la Terre à Rio, enfin des trucs de fou, quoi. Mais en effet, c'était vraiment des pionniers, ils n'étaient pas très nombreux, ils se connaissaient tous tellement ils n'étaient pas nombreux, et les choses ont bien bougé depuis. Donc voilà, 2007 ou 2008, j'ai commencé à regarder les conférences de Jean Covici. À l'époque, j'étais consultant, je gagnais super bien ma vie, je facturais des prestats dans la gestion la gestion de projets informatiques, avec des beaux projets hyper intéressants. Et puis ça m'a mis une vraie claque et j'ai compris qu'à un moment donné, il faudrait que ce soit mon métier pour que je puisse vraiment m'en occuper. Et donc à la fin d'une mission, j'ai décidé que j'allais prendre un peu de temps pour m'auto-former. Je suis autodidacte sur pas mal de domaines et donc là aussi je me suis dit que j'allais être autodidacte sur le climat. Et j'ai lu les rapports du GIEC et au bout de 6-9 mois, j'ai commencé à postuler. Donc je suis allé chez Carbone 4 j'ai postulé chez Carbone 4 en disant que j'avais une expérience dans le conseil et une formation carbone. Et puis en fait, Jean-Co m'a recruté, non pas pour Carbone 4, mais pour diriger le Shift Project. Et donc je suis passé de rien du tout, parce qu'à l'époque, voilà, j'étais tout nouveau dans le sujet, j'ai aucun réseau, voilà, je connaissais personne, à tout d'un coup devenir un peu le bras droit de Jean Covici sur les enjeux de lobbying sur l'intérêt général, sur le climat, au sein d'une structure qui est un think tank. Donc c'est encore plus intéressant et plus excitant que de faire du conseil. Tu réfléchis sans contrainte matérielle de faire plaisir à un client ou autre. On lance des groupes de travail thématique par thématique pour voir comment est-ce qu'on peut décarboner l'économie. Et ça a été mon premier job. Donc t'imagines le truc, payer pour m'intéresser à des sujets intéressants, et on ne peut pas rêver mieux. Et donc j'ai acquis beaucoup de connaissances à cette époque-là. Plus sur la transition que sur le climat, parce que le climat, je m'étais plutôt formé avant. Donc évidemment, j'ai continué d'apprendre, mais j'ai surtout appris réfléchi et appris sur la transition. Et puis aussi, je me suis fait un très beau carnet d'adresses. J'ai rencontré des gens incroyables, des chercheurs, des économistes, des physiciens, des climatologues, et puis aussi pas mal de monde dans le monde des entreprises. Donc ça, c'était ma première expérience. Et en partant, j'avais plusieurs idées en tête, dont la fresque du climat. Donc j'étais au Shift de 2010 à 2016. Et quand je suis parti, parmi les différents projets que j'ai continué de gérer, il y avait celui-là qui a vraiment pris son essor en 2018.
Voilà. Et donc ça a occupé une bonne partie de mes jours et de mes nuits pendant 5 ans. Après, j'ai quitté la présidence de l'association. Et à côté de ça, donc j'ai un cabinet de conseil, puisque l'asso c'est du bénévolat. Donc mon cabinet de conseil qui s'appelle Blue Choice, c'est une structure, on est 12 personnes aujourd'hui et on travaille sur les risques et les opportunités de transition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on challenge les entreprises sur est-ce qu'elles vont continuer d'exister dans un monde qui fait la transition. Voilà. Ce qui n'est pas la même question que savoir si elles ont pris des engagements pour le climat. Elles peuvent avoir pris des engagements pour le climat et être quand même condamnées, une de leurs activités pour être condamnées par une transition qui se fait à la bonne échelle. Mais on regarde également les opportunités de transition. Est-ce que vous n'êtes pas à même d'aller choper une opportunité le jour où la transition se fait? Voilà, donc ça, c'est les risques et les opportunités de transition. C'est un peu notre spécialité. Et à côté de ça, on a aussi développé pas développé, on est à l'origine d'une initiative qui s'appelle les ateliers Planète. Donc, on a réuni avec nous une dizaine de cabinets de conseil. Donc, c'est ça l'approche qui est peut-être un peu originale, c'est que on a réuni des gens qui sont plus ou moins des concurrents pour leur dire, on va bosser ensemble. Et le but des ateliers Planète, c'est de concevoir des ateliers sur la base du PTEF, c'est le plan de transformation de l'économie française du Shift Project. Donc pour avoir bossé au Shift, je suis bien placé pour savoir qu'ils font du bon boulot et j'avais très confiance dans ce document. Et quand il est sorti, donc c'est un scénario de décarbonation de la France si tu veux, quand il est sorti, je me suis dit c'est probablement le meilleur travail qui est sur la table aujourd'hui. Donc ne réinventons pas la roue. On va prendre ça et ce qu'il faut maintenant, c'est que les décideurs économiques s'emparent de ce document et c'est un document qui est de nature à agréger de la confiance pour aller dans une direction. Si on a suffisamment de dirigeants d'entreprise qui lisent le chapitre qui les concerne, parce qu'il y a 15 chapitres, 15 secteurs économiques, ils lisent le chapitre qui les concerne et s'ils se disent moi j'ai envie d'aller dans cette direction-là, ils vont essayer de solliciter leurs camarades autour d'eux, leurs confrères qui sont dans le même secteur et de leur dire les gars, ça vous va, on part par là. Et s'il y a suffisamment de monde qui part dans la même direction, il y a des chances que ça se fasse. Voilà. C'est ce à quoi je crois. Et je me suis dit vraiment, le PTEF, il est de nature à générer ça, à agréger de la confiance pour aller dans une direction. Mais il ne le fera pas tout seul. Le Shift, il a fait un travail un peu académique, si tu veux, enfin très terrain, mais académique quand même. Et ensuite, il faut le diffuser. Voilà. De la même façon que la fresque, elle fait le service après-vente du GIEC, si tu veux, là on s'est dit il faut faire le service après-vente du PTEF. Et pour que ça fonctionne, pour toucher les décideurs économiques, il faut que ce soit une activité qui soit faite par des cabinets de conseil. Donc c'est pas le Shift qui fait ça, c'est des cabinets de conseil qui prennent le PTEF et puis qui vont l'expliquer aux entreprises. Donc c'est quelque chose qui est lucratif pour elles, sinon elles n'ont pas d'intérêt à le faire. Bien sûr. Mais n'empêche qu'on a réussi à réunir 10 cabinets, on leur a dit les gars, vous allez consacrer des jours hommes entiers, à la fin des semaines ou des mois hommes entiers pour concevoir un atelier. Ensuite, la propriété intellectuelle, vous allez vous en séparer, c'est pas pour vous. Vous allez la donner à une structure qui gère ce déploiement. Et en plus, quand vous allez les vendre, vous allez payer 20% dessus. Voilà. Et les mecs ont dit oui. Donc c'était assez incroyable. Donc on a les ateliers Planète, avant d'être des ateliers Planète, c'est surtout une aventure collégiale de plusieurs cabinets de conseil qui se mettent ensemble, qui oublient qu'ils sont concurrents et qui disent ensemble on va concevoir des ateliers, parce qu'il y a des ateliers qui ont été conçus par plusieurs cabinets ensemble. On va concevoir plusieurs ateliers, on va céder la propriété intellectuelle à une structure qui va faire grandir tout ça. Après on va former nos concurrents, les lâcher dans la nature et on va diffuser ces outils. On est au tout début, ça marche super bien, ça démarre très fort et on va voir où ça nous amène, mais je suis content qu'on en soit là et que ça parte aussi fort. Et avec toutes les connaissances que tu as pu accumuler en tant d'années, que ce soit au Shift Project ou effectivement, vous avez à cette époque, quand tu étais président là-bas, et ça, ils font toujours le travail. Non, j'étais directeur, c'est Jean-Co qui pardon, directeur, merci de le préciser. Ouais. Vous analysez absolument tous les secteurs, donc en fait tu as un point de vue sur qu'est-ce qui est problématique, où est-ce qu'il va y avoir des changements, où est-ce que ça va être très difficile. Mais au-delà de ça, tu as une vision climatique, forcément, pour avoir fait partie des concepteurs de la fresque du climat. Ça veut absolument tout dire. Aujourd'hui, nous tournons depuis l'Académie du climat en janvier 2025. C'est quoi ton état des lieux Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah putain.
Bon, par rapport à l'époque où je m'y suis mis, les choses ont avancé un peu. Voilà. Notamment en termes de connaissances, il y a de plus en plus de gens conscients. Mais on est encore très très loin du but. Le problème, c'est, tu vois, on fait le GIEC sort des rapports les uns après les autres, avec à chaque fois une courbe comme ça qui monte, des projections qui vont vers le haut ou vers le bas, et puis celle du bas, elle commence à baisser dès demain matin, tu vois. Et puis le rapport suivant, ça va pas baisser. Donc on refait des projections qui sont à nouveau avec les scénarios en bleu là qui vont vers le sauvetage du monde, qui nécessitent des efforts tout de suite, rapidement. Et puis les scénarios business as usual en rouge, voilà. Donc quand tu t'intéresses au changement climatique, tu te prends une première claque quand tu comprends que c'est grave. Et la deuxième claque, c'est quand tu comprends le niveau de la marche à gravir. Et peut-être un peu aussi une troisième claque quand tu te rends compte à quel point nos concitoyens sont pas du tout prêts, n'ont pas la connaissance, sont pas prêts à faire les efforts nécessaires pour. C'est pas que ce sera douloureux, hein, c'est que il va falloir changer. Il va falloir changer nos habitudes. Plus on attend, plus c'est complexe. Ouais, le changement c'est pas confortable, c'est pas agréable. Donc les gens sont pas prêts à changer, à remettre en cause leur mode de vie, leur mode d'organisation, tout ça. C'est vers quelle année? Ça c'est dur. C'est vers quelle année que tu as commencé à t'informer encore là-dessus? Alors moi je te dis, j'ai compris le sujet vers 2007 ou 2008. Et ensuite... C'est à 20 ans, tu as vu ce qui s'est passé avec cours des gaz à effet de serre et tout? 18 ans, ouais. Et en effet, la claque suivante, c'est peut-être quand j'ai commencé à bosser au shift ou quand j'ai commencé à moi-même faire des conférences, expliquer ça aux gens, me rendre compte le gap entre moi qui venais tout juste, tu vois, de commencer à comprendre les choses et puis le reste de mes amis, de la population qui sont encore très très loin du sujet. Et il y a encore, même aujourd'hui, même si on a l'impression que ça a progressé, il y a encore un chemin très très long avant d'avoir un niveau de conscience et de connaissance suffisant pour qu'il se passe quelque chose. La conscience, de plus en plus, elle commence à émerger. On va parler de forces contraires, ça va venir un peu plus loin dans notre échange et dans nos discussions. Mais toi, globalement, quels sont les signes qui vraiment te disent « Non mais on est littéralement en train de faire les cons ». Les petits éléments dans l'actualité, les faits, les dernières choses qui t'ont relativement bien énervé. Il y aura de l'espoir après, vous inquiétez pas, vous connaissez la chaîne. Je dirais pas énervé, mais désespéré plutôt. Ouais. C'est le fait de vivre dans un monde qui est aussi clivé, qui est aussi tiraillé entre des extrêmes. Et on aurait pu espérer que l'humanité, en grandissant, en mûrissant, avec toutes les informations à notre disposition, avec la capacité à communiquer entre nous, qui aurait pu générer de l'intelligence collective, on aurait pu espérer que ça s'agisse, qu'on grandisse et qu'on aille dans la bonne direction. Et on constate tout le contraire. En fait, on voit des humains qui se comportent comme dans les cours de récréation. Et notamment, ces notions de clivage, les réseaux sociaux, au lieu de nous faire grandir, de nous rendre plus intelligents, parce qu'on a accès à la connaissance de tout le monde, au contraire, ils nous enferment dans des bulles de filtre, parce que les algorithmes, pour beaucoup sont responsables de ça, parce que les algorithmes vont nous donner du contenu qui est celui qui nous fait plaisir, parce que c'est là-dessus qu'on va cliquer. Résultat, on se retrouve à être entouré de gens qui pensent comme nous, à renforcer nos convictions. Et en fait, quand tu es entouré de gens qui pensent comme toi, ça ne t'aide pas vraiment à te rendre plus intelligent. On n'ose plus questionner le dogme qu'on s'est créé entre nous dans une de ces bulles. Et puis les autres sont les méchants, et nous on est les gentils. Ouais. Et donc quand quelqu'un dit quelque chose que pourraient dire les méchants, du coup il a tort, on le renvoie, on lui dit qu'il est dans le camp ennemi, et puis on le disqualifie. Et donc il n'y a plus d'argumentation, il y a juste des notions de disqualifier, je vais te cancel parce que tu t'es pas d'accord avec moi. Et il y a une forme de totalitarisme qui est en train d'arriver, je trouve, dans la société, sur tous ces sujets. Mais je dis même pas, enfin, d'un côté comme de l'autre, hein, à droite ou à gauche, les pro-climats, les anti-climats, dans tous les domaines, il y a ça, il y a ces bulles qui font que tout s'exacerbe. Tu ressens la polarisation. C'est dû à quoi, tu penses? Je n'étais pas sociologue non plus, mais quels sont les éléments qui aujourd'hui nous permettent d'essayer de mieux comprendre la direction qu'on est en train de prendre? Parce que je suis d'accord, les bulles sont là sur les réseaux sociaux pour des raisons économiques aussi. C'est valider nos croyances, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps sur les applications, on passe beaucoup plus de temps à consommer quelque chose parce que ça nous conforte dans notre vision du monde.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui construisent une nouvelle vision du monde. C'est-à-dire que le racisme n'a jamais été aussi décomplexé, aussi exacerbé sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression est utilisée comme moyen de dire tout et n'importe quoi, y compris le fait de condamner des gens qui n'ont absolument rien fait et les mettre dans des groupes. J'ai l'impression qu'au-delà de poussée, on va dire, économique des réseaux sociaux, parce que c'est intéressant pour toutes ces compagnies, ces GAFAM, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tentative de mésinformation, de désinformation. J'ai pas envie de rentrer parce que mon discours paraît très complotiste, mais qu'est-ce qui, selon toi, est en train, littéralement, de nous diviser les uns les autres ? Je suis pas assez expert pour répondre à ta question. Je te donnerai 2 noms de personnes à inviter sur ta chaîne si tu veux creuser ce point-là. Mais je crois que ouais, les réseaux sociaux et la façon dont les algorithmes sont construits y est pour beaucoup. Les réseaux sociaux, ils occupent une place énorme dans notre vie aujourd'hui. Hein. On passe un temps fou devant les écrans. Même sur LinkedIn, qui est plutôt pro et raisonnable, tu sens bien quand tu scrolles que le contenu qu'elle a, il correspond à tes mots-clés, quoi. Totalement. Ouais. Et puis c'est encore pire sur les autres réseaux. Donc je pense que ça y fait beaucoup. Et moi, ce que je vois autour de moi, c'est même sans parler des réseaux sociaux, c'est une tendance des gens que je vois, notamment donc des militants, à se radicaliser, à rester entre eux et à travailler à conforter leurs convictions, voilà, à renforcer leurs convictions en se séparant de leurs amis qui pensent pas pareil, en restant avec ceux qui pensent pareil. Et après, il y a peut-être même une espèce de surenchère. C'est-à-dire qu'il faut être encore plus radical que les autres. Voilà. Et tu n'as plus le droit d'être dans le ventre mou, tu n'as plus le droit d'essayer de rester neutre ou objectif ou sans avis sur un sujet. C'est-à-dire qu'on va venir te demander, mais sur tel sujet, tu penses quoi? Voilà. Ah, vas-y, tu penses quoi, hein? Parce que si tu penses pas comme moi, alors t'es mon ennemi, tu vois. Mais c'est hyper dangereux, quoi, les gars. On va se calmer. Ce qui est raisonnable sur un sujet donné, c'est de ne pas avoir d'avis tant qu'on ne s'est pas donné les moyens d'avoir un avis, en fait. Et c'est très rare maintenant aujourd'hui de prendre un sujet, de le creuser à fond, d'écouter surtout ce que disent tout le monde, avant de s'autoriser à penser quelque chose. Donc la nuance, elle est de moins en moins d'actualité. Parce qu'on a parlé des réseaux sociaux, mais la presse joue au même jeu. On a l'impression que dans l'histoire, ça s'est déjà produit. T'es pas historien, d'accord, mais ça s'est déjà produit. Ces moments de clivage, de rejet des mots de la société sur des groupes humains. Oui, la presse, malheureusement, elle fait pas forcément exception à ça. Parce que la presse aussi, elle doit faire du chiffre. Hein. Ce qui marche, c'est les articles bien scandaleux, bien putaclic, qui vont générer, par exemple, de la colère. Ça marche bien. Oui, mais ça a toujours existé, ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que, tu sais, je discute parfois avec certaines personnes qui disent que nous sommes arrivés à une époque aujourd'hui où la vie devient de plus en plus difficile, tout comme à la fois, elle n'a jamais été aussi luxuriante en termes d'énergie et de matériel, mais nos convictions sur le monde sont en train littéralement de s'effondrer. Chacun décide de croire en ce en quoi il a envie de croire. Certains décident d'écouter des chercheurs dont leur travail est d'avoir la meilleure mesure de la réalité. Et d'autres personnes se disent non, de toute façon, je me sens déclassé, je me sens pas reconnu par le milieu académique, je me sens pas du tout, je me reconnais pas dans les institutions, il y a du mensonge dans tous les sens. Et finalement, se disloquent de la communauté pour créer leur propre communauté de leur côté, etc., etc. Il y a un petit terrain éventuellement, je sais pas, est-ce que c'est lié aux limites planétaires, aux limites des ressources? Est-ce que c'est dû à une petite partie de l'humanité qui s'accapare toute l'empreinte énergie et de matière qui fait que monsieur et madame tout le monde se retrouve complètement de plus en plus désarçonné et se met à croire n'importe quoi? Je sais pas. C'est ça qui voulait qu'on parle de polarisation. Je sais pas l'expliquer. C'est ça qui voulait qu'on parle de polarisation. Je sais pas l'expliquer plus que ça, mais c'est juste un constat et c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment, quoi, aujourd'hui. Et je sais pas très bien comment lutter contre ça. Hein, je sais pas si ça suffira, mais avec la fresque du climat, on essaye de rester, de coller à la rigueur scientifique des rapports du GIEC. On essaye aussi d'inculquer aux animateurs
une forme de rigueur intellectuelle aussi quand pour leur propre, qui se créent leur propre bagage et qui se forment sur les différents sujets. Voilà, donc c'est ce qu'on peut faire. Mais justement, est-ce que ça suffira? Je sais pas. De cette fresque, oui. C'est quoi les avis négatifs qui sont remontés, pas dans l'utilisation de la fresque? Vous avez bien eu des feedbacks de vos animateurs, parce que il y a 3 Français sur 10, en Belgique c'est 4, qui est climato-sceptique. Ce truc-là est fait justement pour dire, bon écoutez les gars, c'est bon, on a les données, on sait, on est sûr, c'est sans équivoque. Voilà les histoires de cycle solaire, voilà les histoires des paramètres extérieurs, voilà les paramètres concrets. C'est quoi les retours vous tombez, j'imagine, sur des irréductibles gaulois aussi quand vous faites les fresques? Comment ça se passe? Alors, des climato-sceptiques, il n'y en a pas beaucoup dans les ateliers parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont quand même sur la base du volontariat. Donc, ils viennent pas, tout simplement. Ça les intéresse pas d'assister à l'atelier. Alors, il y a aussi des ateliers qui sont organisés dans des entreprises où on va avoir des gens qui n'ont pas le choix et qui vont devoir venir. C'est ça, exactement. Voilà. Et là, en effet, on peut en avoir quelques-uns. Et puis, ça se passe rarement très bien parce que c'est compliqué en général de gérer quelqu'un qui croit vraiment que le climat n'existe pas, enfin que le changement climatique n'existe pas ou que c'est pas la faute de l'homme. Bon, les raisons on les connaît, hein, c'est ce changement climatique est une tellement mauvaise nouvelle et surtout pour pouvoir lutter contre ça, il va falloir tellement se remettre en question que tout ça c'est psychologiquement insupportable. Voilà, donc c'est un mécanisme de défense complètement humain hein, de vouloir être dans la négation de tout ça. Après, on essaie d'être le plus à même possible d'accompagner le changement chez les participants qui ont besoin de faire ça. Mais en général, l'objectif est plutôt de s'adresser au reste du groupe qui reste ouvert à ce qu'on va leur raconter. Et puis quand on fait l'atelier, quand même, quand on pose chacune des cartes les unes après les autres, chaque carte c'est des choses simples, tu vois, c'est les activités humaines, les émissions de CO2, quand ça chauffe, ça fond. La carte du forçage radiatif, j'ai vu des gens galérer dessus. Hein. Oui, en effet, mais tu peux aussi la mettre de côté pour passer directement de l'effet de serre réchauffe la planète. Et par contre, quand ça chauffe, ça fond, c'est évident. Tu vois, quand la Terre se réchauffe, il y a un impact sur la biodiversité. Quand la mer se réchauffe, il y a un impact sur la biodiversité marine. Enfin, il y a des choses qui chaque élément est assez évident. Et puis une fois que tu as tout reconstitué, ces petits liens de cause à effet qui sont chacun évidents, tu vois la big picture et tu comprends bien qu'en effet, à l'origine, il y a des activités humaines, des émissions de CO2, et qu'à la fin, ça nous retombe sur la gueule. Ça, tu finis par bien le comprendre. Donc les difficultés, la difficulté qu'on peut avoir à gérer des climato-sceptiques pendant les fresques, c'est un élément, mais tu me demandais quels sont les retours qui sont faits, les retours négatifs. Ça va être qu'on n'a pas forcément le temps, c'est dur de trouver 3 heures. Oui, en effet, on parle d'une demi-journée qu'il faut libérer. C'est déprimant. Alors oui, en effet, il y a une forme... limite est déprimante alors aussi. Hein, mais la réalité est déprimante, voilà, c'est ça. Donc là, on ne fait que expliquer ce qui se passe, on dit les choses telles qu'elles sont. Et je pense qu'il faut le faire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, ça manque de solutions. En fait, c'est un peu comme si quand tu amènes un problème, tu es censé amener avec les solutions pour résoudre ce problème. Et là, la difficulté, c'est qu'on a choisi avec la fresque de ne pas donner les solutions clés en main, tout simplement parce que ça n'existe pas. Parce que les solutions, elles sont subjectives, elles sont politiques, et c'est justement au groupe de participants de construire les solutions, de s'exprimer dessus, et d'avoir chacun son avis sur il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Non, moi je pense qu'il faudrait faire des énergies solaires. Ah non, mais moi je pense plutôt qu'il faudrait faire des voitures électriques, etc. Et donc on y va chacun de son idée. On construit ensemble des choses et l'idée c'est qu'on reparte chacun en ayant conscience que moi à mon niveau je peux faire ça et je vais faire ça. Voilà. Et une fresque réussie, c'est une fresque dans laquelle les participants repartent avec la banane parce qu'ils ont compris ce qu'ils peuvent faire chacun dans leur vie. Voilà. C'est pas évident, on n'arrive pas toujours à ce résultat-là, mais c'est l'objectif, c'est bien ça. Et justement, quand on parle de comprendre les enjeux climatiques pour agir, maintenant très bien, j'ai compris, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait en politique? Parce que, je veux dire, quand je regarde un petit peu l'échiquier politique européen, ça glisse beaucoup vers des politiques, on va dire, de solutions technologiques, ou alors des politiques il n'y a pas vraiment de changement climatique, qui se concentrent davantage sur
des problématiques engendrées par le changement climatique justement, telles que l'immigration économique due à certains pays. Comment est-ce que l'engagement politique se traduit derrière ça? Compliqué, on va pas faire une fresque de la politique climatique. Il y a 160 fresques qui existent, donc je pense qu'on peut en faire sur à peu près n'importe quel sujet, j'ai l'impression. Je pense pas que ce soit simple de développer une fresque. Moi, j'ai fait la fresque du climat, mais j'avais le rapport du GIEC, et puis les liens de cause à effet, ils sont assez faciles à faire, donc j'avais pas de mérite, hein, c'était assez évident. Si demain on me donnait une feuille blanche et me dit tu fais une fresque sur tel sujet, je sais pas comment je m'y prendrais en vrai. C'est pas si simple. Mais donc, tu parles des politiques qui ont tendance à regarder les solutions technologiques pour résoudre le problème. Le premier réflexe, souvent, c'est ça. Je peux parler de l'équation de Kaya. Bien sûr, c'est pour ça que je t'ai invité aussi. Je vais introduire l'équation de Kaya et je vais expliquer pourquoi de quelle façon ça répond à ta question. Parce qu'en fait, c'est une équation qui décompose le problème des émissions de CO2 en plusieurs sous-problèmes qui sont plus ou moins indépendants les uns des autres. Et il se trouve que l'équation de Kaya, les termes sont dans un ordre un peu comme si c'était dans l'ordre chronologique dans lequel on aborde les sujets au fur et à mesure qu'on les comprend. Et donc, très souvent, les politiques sont sur le premier terme, qui veut dire qu'ils n'ont pas encore vraiment compris et qu'ils ont un chemin à faire pour comprendre qu'il va falloir jouer surtout sur les termes suivants. Donc, l'équation de Kaya, ça dit que les émissions de CO2, c'est l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire combien ça émet de CO2 de produire 1 kWh, multiplié par l'intensité énergétique de l'économie, combien il faut de kilowattheures pour faire un point de PIB. Ça, tu multiplies par le PIB par personne, et puis par le nombre de personnes. Voilà. Donc quand tu as fait ça, en fait, si tu prends à chaque fois les termes numérateur, dénominateur, tu les simplifies et tu obtiens CO2 égale CO2. Voilà, donc en gros, tu écris CO2 égale CO2, tu multiplies, tu divises par énergie, PIB et population, et tu obtiens cette équation ou identité de Kaya. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet de décomposer le sujet en plusieurs morceaux qui sont plus ou moins indépendants les uns des autres. Je me regarde ça, comment ça se traduit l'équation de Kaya dans mon quotidien? Comment est-ce que là maintenant, des baskets, j'en sais rien, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par exemple par, tu parles de tes baskets, ne pas acheter, ne pas renouveler tes baskets parce que celles-là sont très bien. Ça joue sur le terme sobriété qui consiste à ne pas consommer. Voilà. C'est une façon de réduire les émissions de CO2. Mais tu peux aussi décider que concernant, je sais pas moi, ton vélo, plutôt que d'en avoir un pour toi, tu en as un pour deux parce que finalement tu t'en sers pas très souvent. Toi c'est le week-end, ton voisin c'est la semaine, vous avez un vélo pour deux. Bon, c'est une autre façon aussi d'avoir un objet qui sert à plus de choses. Voilà. Donc si je reprends les différents termes, le premier il est sur le mix énergétique, c'est-à-dire combien ça fait de CO2 de produire 1 kWh. Pour travailler là-dessus, il faut décarboner le mix énergétique. Ça c'est du ressort des pays. C'est pas toi et moi qui allons changer le mix énergétique, à part éventuellement en installant un panneau solaire sur notre toit, mais sinon le programme nucléaire, les grands projets éoliens, c'est au niveau de l'État ou des régions. Ensuite, on peut aussi faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire augmenter le rendement des moteurs, augmenter... en gros, c'est des histoires de rendement et c'est des questions plutôt techniques. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à produire autant de PIB avec moins d'énergie? Voilà, c'est l'efficacité énergétique. Et là-dessus, on a depuis des décennies, depuis probablement le début de l'ère industrielle, on gagne 1 à 2% par an. Voilà. Parce qu'on est intelligent et donc on fait des gains d'efficacité énergétique. Bon, après, tu as le terme suivant qui est le PIB par tête. Voilà. Donc, si on veut faire décroître ce terme, ça s'appelle, à titre individuel et local, c'est de la sobriété. Et puis, au niveau macroéconomique, ça s'appelle de la décroissance. Voilà. Le PIB va décroître. Voilà. Et puis, tu as le dernier terme qui est sur la population. Alors, si on se dit que les émissions de CO2 vont devoir décroître, ne serait-ce que pour des raisons physiques, parce qu'il n'y a pas assez de fossiles pour indéfiniment, donc in fine, un jour ou l'autre, tout ça va devoir décroître. Si on n'arrive pas à faire décroître les premiers termes, et qu'on ne veut pas faire décroître le terme sur la croissance, alors mathématiquement, on se dit que ça va finir par une boucle de rétroaction ultime de la nature qui va à la fin nous expliquer comment ça se passe, et que la population va décroître. Ça, c'est ce qui est écrit dans le rapport du Club de Rome, les limites de la croissance. Si on ne prend pas le sujet, si on ne s'occupe pas du sujet, c'est lui qui va s'occuper de nous, et à la fin, en gros, on va tous mourir. Voilà.
Donc ça, c'est, si tu veux, le dernier terme. L'avant-dernier terme, c'est la décroissance. Donc c'est ceux qui défendent la décroissance, les décroissants. Et puis le dernier terme, c'est les collapsologues qui nous disent que de toute façon, les premiers termes, là, les solutions, ça marchera pas. Donc à la fin, on va de toute façon tous mourir. Alors c'est assez, là, ce que je viens de décrire, c'est un petit peu glauque. Mais juste, je voulais te faire prendre conscience que c'est bien dans l'ordre chronologique, en fait. Tu ne passes pas de collapsologue à techno-solutionniste. On n'a jamais vu ça. C'est plutôt, les collapsologues, c'est des gens qui sont allés un peu plus loin que les autres dans le raisonnement, qui sont arrivés à la conclusion que, en fait, on va jamais y arriver, thermodynamique, entropie, tout ça, voilà, c'est mort. Bon, donc, comment est-ce qu'on arrive quand même à se donner un peu d'espoir par rapport à tout ça? Heureusement, il y a un défaut dans cette équation de Kaya, il y a une faille, et on va pouvoir dépasser ça. Il y a une première faille qui est que dans l'équation de Kaya, il y a le terme PIB. Oui. Mais on sait que le PIB n'est pas un bon indicateur. Donc, comment est-ce qu'on peut se débarrasser du PIB dans l'équation de Kaya? Je vais donner un exemple où on va prendre l'équation et on la projette dans un secteur économique pour voir ce que ça fait quand on remplace le PIB par un truc plus concret que le PIB. Tu prends le transport. Donc tu vas dire que l'équation de Kaya, c'est le mix énergétique de la voiture, quel fuel tu as mis dedans. Ensuite, c'est son efficacité énergétique, donc combien de litres au 100 km. Donc là, ça veut dire CO2 est égal à... CO2 égale c'est CO2 par énergie, c'est le mix énergétique. Énergie par kilomètre, puisque on parle des kilomètres, puisqu'on parle du transport. Voiture, donc CO2, énergie par kilomètre, c'est l'efficacité de ton véhicule. Et puis ensuite, kilomètres par personne, c'est les besoins en déplacement, et puis la population. Bon, mais quand on parle des kilomètres par personne, c'est des kilomètres de passagers, kilomètres parcourus par les personnes. Et quand on parle de l'efficacité du véhicule, c'est les kilomètres parcourus par le véhicule, pas par les gens. Donc notre équation, elle est plus équilibrée, parce qu'on a mis des kilomètres véhicules d'un côté, des kilomètres passagers de l'autre. Pour équilibrer notre équation, il faut introduire combien de personnes on met dans un véhicule. Si tu rajoutes le taux de remplissage, ça te fait un terme de plus dans l'équation de Kaya. Donc l'équation de Kaya, elle existe avec sa forme macroéconomique avec le PIB dedans, mais elle existe aussi secteur par secteur. D'ailleurs, dans le rapport du GIEC, il y a des déclinaisons de l'équation de Kaya, secteur par secteur. Dans le 5e rapport, j'étais tombé dessus, c'est hyper intéressant. Et ça te permet de dire, en fait, dans le transport, on peut jouer sur le mix énergétique de la voiture, est-ce qu'elle est électrique ou à essence. On peut jouer sur l'efficacité, combien de litres au 100 km ou de kilowattheure. Mais on peut jouer aussi sur le remplissage, parce que plus on met de monde dans les voitures, moins il y a besoin de faire de kilomètres par véhicule pour assurer les mêmes déplacements. Voilà. Et puis ensuite, il y a les besoins en déplacement. Voilà. Des besoins en déplacement, c'est où est-ce que j'habite, est-ce que j'habite loin de mon travail, est-ce que je vais loin en vacances, etc. C'est des choses comme ça qui sont de l'ordre de la sobriété. Ou pas d'ailleurs, parce que est-ce que j'habite près de mon travail, si j'arrive à habiter plus près, c'est pas forcément de la sobriété. Au contraire, si je dois me rapprocher de Paris, ça va me coûter plus cher. Donc c'est pas toujours de la sobriété. Mais bon, voilà, tu vois, il y a différents termes, mais déjà, on vient d'en rajouter un. Donc là, je t'ai donné l'exemple du fait d'être plus nombreux par voiture, mais si tu fais la même chose avec la bouffe, tu vas te retrouver à comparer la quantité de nourriture produite et la quantité de nourriture consommée. Est-ce que tu peux consommer de la nourriture qui n'a pas été produite ? Non. Non. Par contre, est-ce que tu peux produire des choses qui ne seront pas consommées? Ah oui, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est 30% de ce qu'on produit. On gâche 30% de la bouffe. Voilà. Sur tout le chemin, depuis les champs jusqu'à l'assiette. Et si on améliore ce qu'on perd en quantité de bouffe de déchets, sur les 30%, ne serait-ce que de le diviser par 2, on a gagné gratos 15%. Je ne parle même pas de devenir végétarien. Juste sur le gâchis alimentaire, on peut gagner une partie de 30% de quelque chose qui représente un quart des émissions de CO2. Donc c'est des choses qui sont presque gratuites, tu vois, comme amélioration à faire. Bon, et après, tu peux en plus devenir plus ou moins végétarien ou flexitarien et tu gagnes encore plus. Et on prend le même raisonnement appliqué à l'industrie, et tu vas arriver sur la durée de vie des produits, parce que finalement, quand tu réfléchis, pour assurer un certain niveau de taux d'équipement des gens sur un objet, par exemple les téléphones portables, plus tu renouvelles souvent ton téléphone, plus il y a besoin d'en produire pour assurer le même taux d'équipement. Si on arrive à le faire durer 2 fois plus longtemps, on réussit
à diviser par 2 la quantité qu'on produit pour le même résultat. C'est immense. Et oui, et le but, c'est quoi à l'arrivée? C'est de produire des téléphones ou c'est d'en avoir un dans la poche? C'est d'en avoir un dans la poche. Bah voilà, c'est tout. On a besoin d'en avoir un. On est devenu complètement addict de ces petites bêtes. Bon, bah, c'est comme ça. Et ce qui est important, c'est qu'on en ait un. Mais pour en avoir un, il y a une question qui est quel est le rythme de renouvellement? Bah, s'il dure plus longtemps, le renouvellement, il est plus lent et on en produit moins et on fait moins de CO2. Et puis, quand bien même, à un moment donné, il est un peu HS, bah, s'il est réparable, il y a au moins une partie de mon téléphone qui a une deuxième vie, etc. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans, c'est pas réparable, c'est pas démontable soi-même, etc. À part le Fairphone, il n'y a pas grand-chose qui ait une vraie seconde vie. Alors, je dis ça, j'exagère parce qu'il y a quand même du renouvelé. Il y a du renouvelé, mais du reconditionné. Puisque ça repart en avion, iPhone par exemple. Ouais, mais les émissions de CO2 d'un avion pour un truc qui coûte c'est léger, c'est ça plusieurs centaines de balles, d'euros. Ouais, pour quelques centaines de grammes, en fait, c'est pas grave. Ça pèse 200 grammes, je sais pas. Et ça coûte plus de 100 balles, en fait. Donc, c'est pas les émissions de l'avion pour un truc de telle valeur ajoutée, c'est négligeable. Ce qui est plus important, c'est l'appareil lui-même, en fait. C'est la fabrication de l'appareil. Ça, c'est beaucoup de CO2. Voilà, donc, tu vois, en fait, on a plein de pistes pour réussir à assurer le même service rendu par l'économie avec moins de production. Et ça, c'est un levier de décarbonation qui, à mon avis, est le plus important de tous les leviers. Mais dans l'équation de Kaya par défaut, on ne le voit pas parce qu'il est encapsulé dans le PIB, qui est un mauvais indicateur. Et si on explose le PIB en disant d'un côté, il y a les services rendus par l'économie et de l'autre côté, il y a la production des objets, des choses qui servent à rendre ces services, eh ben, on se dit, ces deux notions étant un peu différentes, on va essayer de les découpler et on va voir comment est-ce qu'on peut assurer les mêmes services avec moins de production. Donc ça passe par limiter le gâchis, ça passe par utiliser le même objet avec plusieurs personnes, donc être plusieurs dans une voiture, ou avoir une voiture qui sert à plusieurs personnes, par exemple, ou une perceuse, partage, voilà, ou partager sa perceuse, un bus, ça compte. Le bus, c'est plutôt le remplissage. C'est on est plus de personnes dans un même véhicule. Et en effet, tu prends un bus à moitié rempli, c'est bien mieux qu'une voiture avec une personne dedans, et même deux. Donc, on met plus de monde dans les voitures. On se partage les objets. Donc, on a une voiture en autopartage, on a une perceuse qui est mutualisée sur un immeuble, on a une tondeuse qui est mutualisée dans un quartier. On partage tout ce qu'on veut comme ça. Un appareil à raclette, etc. Tout ce que tu veux. Et à chaque fois qu'on fait ça, on a le même service avec moins de production. Peut-être même on a plus de services. On peut avoir un petit effet rebond. Si je me mets à choper l'appareil à raclette de mes voisins plutôt que d'acheter un appareil à raclette, bah, je me dis je vais peut-être plus souvent faire des raclettes alors que non, le trois quarts du temps non, tu vas pas faire plus de raclettes. Si tu en achètes une. Si tu en achètes une, pas non, mais en fait si t'avais pas d'appareil à raclette et que tu faisais pas de raclette, le fait de dire je peux emprunter l'appareil de mes voisins, bon bah t'as évité un achat. C'est ça. Mais tu vas faire peut-être une ou deux raclettes par an. De toute façon, les raclettes c'est 2-3 par an, pas plus. Donc l'appareil il sert quelques heures. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour très peu d'usage, effectivement. Ouais. Mais c'est génial parce que tu cites un truc que nous on fait. Moi, j'appelle. On sort de Noël là, de Nouvel An. On n'a pas de machine à raclette à la maison. Et ma chérie, un réflexe me dit bah viens, on va en acheter une. Et je dis regardez. Je dis ma chérie, tu sais ce que fait ton mari encore dans la vie? Elle m'a dit ah bah oui c'est vrai. Qu'est-ce que tu suggères? Je dis mais ta mère elle a une machine à raclette. Et en fait sa mère et on a demandé à ses cousines et on avait 2 machines à raclette à la maison. Royal. Mais on était bien et ça a duré pendant tout le temps. Et en fait moi, dès que j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas, je vais faire le vieux classique. Je vais demander aux voisins. Ouais. J'ai besoin d'un mètre, je demande aux voisins. J'ai besoin d'une ampoule. Dis, voisine, t'as pas les ampoules comme ça là? Elle dit, oui, j'ai toute une collection. Et paf, t'as le temps. Pareil, quand on doit faire le jardin, le sécateur, j'ai demandé à ma voisine. Ma voisine, elle a un jardin. D'office est là, elle est là depuis des années. Et elle m'a filé le truc. Ouais. Et c'est vrai que c'est génial. Et le pire, c'est qu'ils sont contents de te rendre service, les gens. Et en plus de ça, c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'ils se sentent utiles. Ah ouais. Et donc là, il se passe quelque chose aussi d'agréable. Ça fait leur journée, j'ai l'impression. Ça crée du lien. Exactement, ça crée du lien. Ouais. Mais par contre, de l'autre côté, j'avais besoin d'un matériel et j'ai été au Brico. Et je me dis, ça va pas quand même me dire que je vais acheter ça. J'ai besoin de clés à molette, quoi. Et je demande, bonjour, est-ce que vous louez des clés à molette? Le mec, il a rigolé. Et je dis même, je vois que vous louez des trucs là. Et en fait, ils louent des machines de chantier. Des grosses machines, ouais. Des grosses machines. Mais par contre, pourraient tout à fait louer des clés à molette. Mais ils sont toujours dans l'idée de vendre, alors que le Brico pourrait aujourd'hui rentrer dans un concept, tu sais, le roi Merlin et tout. T'achètes des planches, oui, t'achètes ton J-Pro, ton Quickstep, tout ce que tu veux, très bien. Mais quand t'as besoin d'un sécateur, t'as besoin d'un souffleur,
mais mettez ça à louer, les gars. Pourquoi vous êtes encore dans le concept de vente? Mais c'est super intéressant. Je suis d'accord. Donc là, il y a vraiment un gros levier à activer. Il y a un levier énorme. Mais c'est beaucoup moins sexy que les innovations technologiques, l'hydrogène, les trucs comme ça, tu vois. Mais en même temps, c'est de l'innovation parce que changer de business model, c'est une forme d'innovation. C'est du progrès? Oui, c'est du progrès. C'est une innovation qui est plus organisationnelle que technologique, mais c'est tout aussi une innovation. Et puis, il va falloir vraiment se casser la tête pour arriver à mettre en place ces business models. Quand même, c'est pas simple. Les gens ne sont pas prêts. C'est du bazar. Il faut réparer. Il faut s'assurer que ça va bien se passer. Mais quand tu y réfléchis, vu le peu que servent les outils qu'on utilise, c'est hyper logique de les mutualiser. Donc, il y a tellement à gagner que le coût de les réparer, de les assurer, de tout ce que tu veux, ça se financera, il y a pas de problème. Regardez ce studio, il y a nous, limite, il y a plein d'autres podcasts. Je fais un coucou à Umeco, je fais un coucou à Green Network Club, et aussi à Metabolism of Cities. Alors je crois pas que c'est ici dans celui-là, je crois que c'est dans un autre, mais à l'Académie du Climat, c'est une manière aussi de mutualiser quelque chose pour au final un contenu. Mais je sais que, tu vois, justement c'est ça. C'est parce que je pense que nous, on est dans l'état d'esprit de merci, on vient et on mutualise cet espace, tandis que d'autres disent, non mais nous on veut notre décor, on veut notre originalité, on veut notre style, alors que moi honnêtement je m'en fous. C'est exactement ça le problème. Ouais. On veut vraiment notre truc à nous et on est trop habitué à ça, on est des enfants gâtés. Et en fait, qu'est-ce que t'en as à foutre? Regarde, il est super ce studio, le fond bleu, nickel. Oui, puis le plus intéressant, c'est ce qu'on se raconte. On s'en fout du panneau de basket qu'il y a derrière toi. Je veux dire, ça fait pas partie du truc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore ce schéma de pensée là qui nous amène à devoir se dire bon, on a besoin de quelque chose, autant il faut l'acheter, il faut le renouveler. Et on a la sensation, tu sais, pendant que toi tu luttes pour faire passer des choses, d'autres personnes aussi qui nous regardent certainement, que j'ouvre TikTok. Et on va me faire comprendre, va sur Chine, quoi, tu vois. Va sur AliExpress, va sur Amazon, fais des trucs faciles, commande facilement. Et ouais, effectivement, tac, 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 on te suggère, on est carrément dans la suggestion. C'est-à-dire qu'il y a aussi des algos sur Amazon qui ont évalué tout ce que vous avez acheté par le passé. Et lorsque vous êtes dans la page d'accueil, vous suggèrent des choses. Alors qu'avant, il fallait chercher soi-même ce dont on avait besoin. Alors parfois, il y a un truc qui spot. Et c'est le même lèche-vitrine qu'une époque où t'as pas besoin de quelque chose, t'es dans une rue commerçante, t'as pas besoin, tu veux rien acheter, tu vois un truc et ça y est, tu sors de là, t'as acheté quelque chose. Amazon a vraiment exacerbé avec les Shein et tout le reste, ont poussé le truc à leur paroxysme. Ma chérie, elle aime bien tout ce qui est afro. Et quand je suis sur sa plateforme où elle fait ses commandes en ligne, je vois que ça lui suggère constamment des choses elle a réussi à être analysée. On a poussé le truc au paroxysme. Mais maintenant, comment est-ce que je veux dire, l'éducation, ça suffit pas. J'ai beau faire une fresque du climat, il y a des patterns dans mon cerveau qui sont encore trop omniprésents. Je ne vais pas parler pour moi, même si je me fais toujours un petit coca une fois tous les mois, ça me fait mon petit plaisir. Mais comment est-ce qu'alors du coup on peut rééduquer chimiquement le cerveau? Parce que là, c'est une question aussi très chimique, quoi. Ouais. Il faut que tu invites Sébastien Boller et d'autres personnes qui ont travaillé sur les neurosciences sur le sujet, parce que c'est vraiment un domaine de spécialistes, hein, et les meilleurs spécialistes de ce domaine travaillent pour le marketing. C'est ça qui est flippant en fait. On sait très bien comment ça marche, on sait très bien comment rendre addict avec des algorithmes, avec comment on va générer de la dopamine pour plus vendre. Mais en fait, tu viens de toucher le point le plus important. On parle de réduire les émissions de CO2. Et le premier réflexe pourrait être de dire, c'est simple, hein, on décarbone l'énergie, puis on continue comme avant, et puis tout va bien se passer. Ça marche pas. Enfin, pour l'instant, on n'arrive pas à décarboner. Baisser la consommation d'énergie, faire des gains d'efficacité énergétique, on a gagné 1-2% par an dans le passé, donc on va pas faire non plus des miracles du jour au lendemain, même si on fout une blinde de moyens sur la R&D, on passera à 3, mais pas plus, quoi. 3% par an. Bon, et après, on va essayer on pourrait essayer de vendre, entre guillemets, la notion de décroissance. On est en fait là dans le vrai sujet. La première brique de la lutte contre le changement climatique doit être de questionner notre consommation. Et là, je vais venir sur le deuxième élément, la deuxième faille dans l'équation de Kaya. La première, c'était qu'il manquait un élément parce que le PIB empêchait de le voir. La deuxième faille, c'est que l'équation de Kaya, c'est sur des moyennes. Chaque terme, c'est la moyenne globale dans le monde de l'efficacité énergétique globale, 250 grammes par kilowattheure. Voilà, tu connais le chiffre comme ça, mais ça veut rien dire.
chaque terme, l'intensité carbone de l'énergie, l'intensité énergétique de l'économie, le PIB par tête, etc., c'est des grands ratios. Si on prend le PIB par tête, donc la réflexion autour de la croissance et les besoins individuels. Premier axe, c'est que c'est une moyenne, mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette moyenne, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Tu as la moitié de la population mondiale qui est responsable de 10% des émissions de CO2. Et tu as Bernard Arnault. Exactement, à l'autre bout, alors même sans aller jusqu'à Bernard Arnault, à l'autre bout, tu as 10% de la population dont on fait partie, largement, qui sont responsables de 50% des émissions de CO2. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que déjà, en travaillant sur les 10% les plus riches dans le monde, dont on fait partie, donc les pays de l'OCDE, les pays développés, déjà, sur ces pays-là, on va pouvoir attaquer 50% des émissions de CO2. Et puis après, il y a tout le reste de l'humanité, 90%, on ira leur parler un peu plus tard du changement climatique, tu vois. Oui. Commençons par nous. Voilà. Eux, ils vont déjà essayer de s'adapter par rapport aux conneries qu'on a faites. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est que le plus gros des émissions de CO2 vient de quelques pays et d'une petite partie des humains. Donc la communication... Et à l'extrême, tu as les 1% et puis tu as les 0,1%, etc. Oui. Voilà. Donc pour qui ce serait pas un problème, enfin ce serait objectivement beaucoup plus facile de réduire leurs émissions de CO2 sans que la vie devienne un enfer. Voilà. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que toi-même, dans ton propre bilan carbone, il y a des choses dont tu peux te passer facilement et d'autres dont tu peux te passer moins facilement. Voilà. Si je te donne le choix d'utiliser 1 kWh pour remplir ton téléphone toute l'année, je ne vais pas calculer combien il faut, mais bon, mettons toute l'année, ou te chauffer pendant un jour à 1 degré de plus. Parce que c'est probablement ça l'ordre de grandeur, tu vois. C'est 1 degré de plus de chaleur, c'est énorme, en fait, dans une maison, c'est énorme comme quantité d'énergie qu'il faut pour l'obtenir. Et la même quantité d'énergie, si tu dis avec ça, je charge mon téléphone portable ou mon ordi et ça me permet de bosser, la valeur ajoutée de cette même quantité d'énergie, c'est pas du tout la même. Et donc, dans ton bilan carbone personnel, il y a des choses dont tu peux te passer assez facilement et d'autres dont tu te passeras plus tard. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est que les premiers pourcents de réduction, même quand on parle de la sobriété, les premiers pourcents de réduction, ils sont assez faciles à faire. Tu vas commencer par ralentir la viande, moins prendre l'avion, moins prendre la voiture, mais sans te faire mal, tu vois. Et puis progressivement, tu t'habitues, puis tes amis changent aussi. Oui, puis parce que beaucoup de croyances que c'est un arrêt immédiat, que l'écologie punitive... Arrêter, c'est le terme poison. Il faut pas utiliser le terme arrêter, ça fait peur à tout le monde. Personne n'a parlé d'arrêter. Pourquoi est-ce que... Personne n'a parlé d'arrêter. Mais globalement, dans ceux qui militent et qui expliquent... En général, ils ne te parlent pas d'arrêter, ils te parlent de ralentir. Quand ils ont bien compris le sujet, ils te parlent de ralentir. Il faut qu'on baisse les émissions de CO2 de 10% par an dans les pays développés, 5% par an au niveau mondial. Donc, c'est des trucs qui sont énormes. C'est des réductions qui sont énormes, mais on ne parle pas d'arrêter, on ne parle pas de tout arrêter. Arrêter, c'est une forme de caricature pour rejeter, rejeter la proposition. Donc non, on ne parle pas d'arrêter, on parle de décroître progressivement, de ralentir, et on ralentit prioritairement ce qui est le plus facile à arrêter. Mais donc on a fait le raisonnement sur la partie croissance. Voilà. Faisons le même raisonnement sur la partie, à partir du moment où on a produit quelque chose, autant l'utiliser le plus possible. C'est lutter contre le gâchis, augmenter la durée de vie des produits, les mutualiser, etc. Là aussi, il y a des choses qui sont très faciles à faire. Donc, on va commencer par augmenter progressivement la durée de vie des appareils qui sont le plus énergivores, comme par exemple l'IT, les appareils électroniques, etc. Techniquement, c'est largement faisable. Enfin, on sait qu'on sait le faire. Si on veut, on peut. Voilà, donc on va vers ça progressivement. Et puis progressivement, on met en place de la mutualisation sur tout ce que tu disais, la clé à molette à l'extrême, etc. On mutualise un maximum de choses. Et déjà là, je pense qu'il y a un gisement mais monstrueux sur ce sujet-là. Et puis on continue sur l'efficacité énergétique. Il y a des choses pour lesquelles il est facile de faire de l'efficacité énergétique. Tu prends l'ensemble des bâtiments et tu regardes ceux qui sont le plus énergivores et les plus faciles à rénover. Tu commences par eux en fait. On va pas aller chercher les trucs super compliqués où ça va coûter 1 000 € la tonne de CO2 évité. On commence par le plus facile et on est dans c'est pour ça aussi il faut avoir comme boussole le prix du carbone, le coût à la tonne de CO2 évité. Aujourd'hui, un projet qui coûte 100 € à la tonne de CO2 évité, faisons-le, quoi. C'est un ordre de grandeur qui est correct. Mais 500 ou 1 000 € la tonne de CO2 évité,
c'est pas cohérent. Il faut foutre son fric ailleurs. Il faut pas le faire. Tu vois, faut d'abord aller sur les choses les plus efficaces. Et donc sur l'efficacité, pareil. Donc on va rénovation thermique, on va aller faire en premier ce qui est le plus facile, le plus efficace, etc. Et rénover thermiquement, excuse-moi, garde là où tu voulais en venir, excuse-moi de t'interrompre, rénover les lieux où les personnes vont se retrouver en fin de vie, puisqu'on a quand même une grosse densité de population de personnes âgées, en sachant qu'on a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans des maisons de repos et qui vont diminuer leur métrage en mètres carrés, puisque plus tu vieillis, plus ton nombre de mètres carrés réduit quand tu arrives à la retraite, etc. En toute logique, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'on reste quelquefois dans la maison qu'on a eu avec ses enfants. Et puis t'as Bernard Arnault aussi. Mais idéalement, oui, on change. Mais c'est aussi l'idée de cibler les zones, de cibler les endroits, parce que parfois il y a des trucs, tu dis, ouais, il faut rénover ça demande un taf de dingue, mais il y a personne qui y va. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être une personne qui y va ou deux. Il faut pas rénover un truc. Genre rénover une bibliothèque. Si personne n'y va. Et il y a une bibliothèque AVX, ça parle de rénover, je sais pas très bien, mais c'est pas une bibliothèque où il y a du monde qui va, tu vois. Elle est sympa, la bibliothèque, elle est mignonne. Plus se focaliser. La question, c'est de savoir si est-ce qu'on la chauffe ou pas. Si on la chauffe, il faut la rénover. Si tu la chauffes même pour personne, dans ces cas-là, l'erreur, c'est de la chauffer. Voilà, mais si tu la chauffes, il faut la rénover. Sauf si elle est déjà bien isolée. Tu vois, faut vraiment faire ces raisonnements à chaque fois. C'est on garde ou on garde pas. Et en effet, il faut aussi accepter des modes dégradés quelquefois. Il y a des trucs qui sont trop chiants à rénover. On va essayer de pas s'en servir, mettre 3 pulls et voilà. Il faut arbitrer entre les différentes solutions. Quelquefois, il faut arbitrer entre de la sobriété et de l'efficacité. Et c'est un peu l'un ou l'autre, quoi. Donc, tu vois, ce raisonnement là de dire à chaque fois on fait un classement par merit order comme on fait dans les cabinets de conseil qui réfléchissent à la transition, ils te classent les grands projets de décarbonation par merit order. On commence par les trucs qui sont rentables, par les trucs qui sont les moins chers, et on finira par les trucs les plus chers le jour où le prix du carbone sera tel que il sera temps de s'en occuper. Et quand on fait ça, le projet de décarbonation du monde, il est beaucoup plus facile à regarder. Et le dernier terme dont je voulais qu'on parle, c'est l'intensité carbone de l'énergie. Voilà. Je me suis amusé à faire un petit exercice. Là aussi, évidemment, si on arrive à baisser la consommation d'énergie globale, parce qu'on a fait tout le reste, on a commencé par questionner notre mode de vie de malade, on a ensuite continué en faisant de la mutualisation des objets, etc. On a fait de l'efficacité énergétique. Quand on a fait tout ça, voilà, même à supposer qu'il y a un petit effet rebond, on a baissé fortement la consommation d'énergie au niveau mondial. Bon, imagine qu'on la divise par 2. J'ai fait un petit calcul rapide de coin de table, comme dirait Jean Covici, pour voir ce que ça pourrait donner. On divise par 2 la consommation d'énergie. Si tu classes dans l'ordre croissant les énergies les moins carbonées aux plus carbonées, donc tu as les énergies grosso modo décarbonées, nucléaires renouvelables, ensuite tu as le gaz, le pétrole et le charbon, et si tu sépares tout ça en 2, il faut dégager tout le charbon et la moitié du pétrole, et garder la moitié du pétrole, le gaz et le décarboné. Si tu dégages prioritairement le plus carboné, déjà tu gagnes 30% sur ton intensité. Le charbon. Intensité carbone de l'énergie. Parce que le charbon est plus carboné que le reste. Donc si tu dégages le charbon, tu fais baisser la moyenne. C'est génial en fait. Ouais. Donc si on baisse la consommation d'énergie au niveau mondial, ça décarbone tout seul. Si tu veux, ça décarbone l'énergie tout seul, juste parce qu'on dégage le plus carboné. Ça aussi, on ne le dit pas, tu vois, on ne parle pas de ça. On parle de continuer de produire plus et simplement on va essayer de renouveler, de remplacer le pourri par du moins pourri. Mais juste, on n'y arrive pas aujourd'hui. Le charbon est plutôt constant, peut-être même encore en progression, je ne sais pas. Enfin, on n'arrive pas du tout à remplacer les énergies d'hier par les énergies de demain. Donc, par contre, si on baisse la consommation d'énergie, on a des gains beaucoup plus faciles. Mais donc là, c'est possible à partir du moment où il y a une baisse de la consommation d'énergie, donc des mesures de sobriété, donc de l'énergie qu'on n'utilise pas. C'est là que éventuellement, ce graphique qui est très connu de l'empilement des énergies, que à partir du moment où tu coupes dans le charbon massivement, puisque c'est là qu'il y a le plus gros levier d'action, puis ensuite dans le pétrole, quitte à conserver un peu de gaz, etc. Mais tu augmentes ta courbe de renouvelables qui est déjà aussi en exponentielle. Toi, tu penses que c'est possible, toi, cette partie-là Donc en effet, si on parle de la partie fossile qui est dans le bas du tableau, on va avoir un raisonnement. Si on regarde l'autre partie qui est décarbonée, on va avoir un autre raisonnement. Donc on a tendance à se focaliser sur les énergies décarbonées qui sont une partie pour l'instant minoritaire.
Alors, autrefois, Jean Covici disait l'épaisseur du trait. Bon, c'est plus l'épaisseur du trait, ça a vraiment commencé à grossir massivement, donc ça commence à être significatif. Mais n'empêche que c'est très minoritaire. Si on se dit, avec ça, on va remplacer tout le reste, on se met quand même vachement les doigts dans l'œil, hein, parce que c'est c'est monstrueux ce qu'il y a à remplacer. Ce qu'il faut produire à partir du nucléaire, de l'ENR, etc. Évidemment qu'il va falloir y aller à fond, il va falloir développer tout ça, évidemment, mais de là à ce que ça remplace le fossile d'aujourd'hui, mais c'est super long. Et c'est beaucoup plus efficace de réduire la consommation d'énergie, en plus de développer les énergies décarbonées. Donc c'est important de jouer sur tous les leviers. Il ne faut pas avoir de dogmatisme sur le choix du terme de l'équation de Kaya sur lequel on veut travailler. Aujourd'hui, il y a du dogmatisme. Aujourd'hui, on se dit il faut prioritairement de la technologie pour décarboner l'énergie, de la technologie pour faire des gains d'efficacité et augmenter les rendements. Ben, je suis désolé, mais on apprend ça en primaire. A fois B égale B fois A. C'est une multiplication. Les termes sont tous au rang 1. Et donc, si tu peux faire 10% sur un terme ou 10% sur l'autre terme, ça marchera pareil. À part que, si tu décarbones tout, mettons que tu réussisses à tout décarboner avec la même consommation d'énergie, et que après tu te dis, bah maintenant on va baisser la consommation d'énergie, du coup tu as installé des trucs qui vont tourner pour rien. C'est con. Le raisonnement, il faut faire dans l'autre sens. D'abord, on commence par questionner notre rythme de vie. Ensuite, on essaie de mutualiser ce qu'on obtient, ce qu'on produit. Donc, quitte à produire un objet, autant s'en servir le plus possible, ce qui va permettre d'en produire moins. Donc, on produit moins d'objets. Alors après, derrière, on va se démerder pour le PIB qui baisse. Il faut gérer ça. Mais ça, je suis sûr que ça se gère. Ensuite, on va également faire de l'efficacité énergétique et puis à la fin, on va décarboner ce qui reste à décarboner. Mais tu es d'accord qu'il faut faire ça dans cet ordre-là. Une fois que tu as, quand tu produis une perceuse, tu sais qu'elle va fonctionner non pas un quart d'heure comme aujourd'hui, mais 30 heures parce qu'elle va servir à tout un immeuble, elle va durer 30 ans, etc. Et ben, cette perceuse, elle peut coûter mais 3 fois plus qu'aujourd'hui, même je sais plus que ça. Elle va être rentabilisée. Donc tu mets de la R&D de malade derrière ça pour qu'elle dure plus longtemps et qu'elle soit réparable, etc. Tu fous de la R&D autant que tu veux. Et donc on va passer de 1 à 2% de gain d'efficacité, éventuellement à 3% parce que on y va à blinde sur l'investissement en R&D pour que les choses soient plus durables, etc. Hein? Et moi, un jour, c'est les diminutifs de R&D, recherche et développement. Recherche et développement. Merci. Merci. Merci à toi. Et donc, on fait ça. Une fois qu'on a fait ça, donc on comprend que les gains en efficacité énergétique, ils sont d'autant plus justifiés qu'on a fait les efforts avant. Et une fois qu'on a fait ça, on fait baisser la consommation d'énergie. Et une fois qu'on a fait baisser la consommation d'énergie, déjà, on a un gain parce qu'on dégage prioritairement ce qui est le plus décarboné. Et après, chaque kilowattheure produit, il a une valeur ajoutée beaucoup plus importante. On arrête par exemple, de chauffer des passoires thermiques. Ouais. Et donc, on est prêt à payer l'énergie beaucoup plus cher si elle a un usage à chaque fois de très haute valeur ajoutée. Et à partir de là, développer du renouvelable, du nucléaire, des énergies décarbonées, même si ça coûte plus cher, ce qui n'est même pas sûr d'ailleurs à terme, enfin, la gestion globale du renouvelable intermittent, variable, sa gestion globale, même si elle était plus chère que le fossile, parce que il y a encore des débats là-dessus, mais même si c'était plus cher que le fossile, à partir du moment où on a augmenté la valeur ajoutée de chaque kilowattheure consommé, on n'est plus à ça près. Oui, parce qu'il n'y a plus de gabegie en quelque sorte. C'est ça. Parce que là, pendant tout un temps, les bâtiments même ont été construits et conceptualisés avec une énergie abondante. Ouais. Et donc on s'en fout de perdre l'énergie. De toute façon, on s'en fout que notre chaleur parte parce qu'on a le chauffage qui tourne en bloc. Ouais. Et j'ai remarqué qu'on est beaucoup dans ce principe, mais qu'il y a aussi, ce principe, parce qu'il y a une éducation aussi qui s'est tirée au fil de plusieurs générations, du style, de toute façon, c'est bon, on jette. On va quand même au supermarché, le supermarché est quand même rempli, les prix sont quand même bas et on se refait plaisir. Mais c'est ça, c'est à ce moment-là que sortent des types d'éducation, des types de croyances où ça devient complexe. Moi, ce qui me fait un peu flipper là-dedans, c'est que j'ai la sensation que les personnes qui gueulent le plus, ma sensation, sont les personnes justement qui sont le moins affectées par, qui seront le moins affectées par une transition. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, intuitivement, j'ai un peu la même impression que toi. Ouais. C'est-à-dire, c'est déjà intuitivement, ouais. Ouais. Maintenant, peut-être qu'il nous manque des choses dans l'équation et de comment est-ce qu'on réfléchit à la chose. Et je me dis, mais d'où vient cette colère alors qu'au final, vous avez tout à y gagner. C'est comme moi, tu sais, parfois, je suis dans une école et dites-moi si mon raisonnement tient la route.
Et je suis dans des écoles à difficulté, des gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Et je leur explique la situation et je leur explique, voilà les amis, l'avion c'est quelque chose qu'il faudra réduire. Mais pas vous. Au contraire. Et je n'ai pas ce même discours dans les mêmes écoles. Les écoles là où je sais qu'ils n'ont jamais pris l'avion, je demande qui a pris l'avion ici, personne. Et je dis, bah vous, en fait, l'idée c'est que vous ayez votre avion gratos. Et ils me regardent, quoi, comment, de quoi tu me parles? C'est une dinguerie, frère, comment c'est un avion gratuit? Et moi je dis, bah on ne peut y arriver qu'à partir du moment où on ne démarre pas tous du même niveau, ça c'est sûr, mais qu'il est évident que quelqu'un qui prend l'avion peut-être tous les 2 mois, et je connais des gens qui le prennent tous les mois, encore, de leur dire, bon ben les gars, il va falloir réduire, est-ce que vous avez vraiment besoin de partir tous les 2 mois pour vous sentir vivre, vous sentir exister, vous sentir vivant? Non. Vous réduisez drastiquement, mais vous offrez la possibilité à d'autres personnes aussi de pouvoir malgré tout, sur une sorte de quota carbone imaginaire, avoir l'occasion de prendre l'avion, alors qu'ils n'ont jamais pris dans leur vie, puisque je crois que c'est ça, en France, 30% n'a jamais pris, je pense. J'ai pris les chiffres exacts, mais c'est impressionnant. Enfin, oui, bien sûr, c'est une minorité de personnes qui prend l'avion. Ouais. Exactement, et de se dire, ok, en fait, de pas faire en sorte que tout ne soit plus accessible, mais de dispatcher le plus possible dans la société, tout en réduisant en fait nos capacités pour que ça reste quelque chose d'agréable, parce que sinon c'est compliqué. C'est pour ça que je trouve en même temps que quand je suis dans les écoles parfois, ou quand je discute avec des gens qui déjà sont dans des galères de vie quotidienne, de payer leurs factures, qui ont déjà une empreinte vraiment minimum, ils vivent à je sais pas combien dans des petits mètres carrés, qui me disent ouais mais l'écologie, ils nous interdit ça, on nous interdit ça. Et c'est comme si on avait raté quelque chose, que, excuse-moi, je suis très honnête, est-ce que tu n'as pas l'impression que l'écologie, cette notion a déjà été braquée par le système capitaliste et qu'il a déjà fait envoyer vers la classe moyenne la plus défavorisée, la classe moyenne et les pauvres en fait, et qui sont en train de payer les pots cassés, alors que nous-mêmes en fait on a été aspirés par une sorte de trou noir du capitalisme sans nous en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire un peu? Le capitalisme est très fort pour tout recycler et tout reprendre, garder à sa main. Je sais pas si mon assertion est correcte. Mais parce qu'il y a une haine, une colère par l'écologie punitive de gens qui ont moins de bilan carbone et qui disent ouais mais toutes ces mesures et là il y a souvent surtout des gens qui sont contre qui vont s'exprimer en s'exprimant à la place des autres. Oui. Tu parles, imagine tu te mets à parler, t'as le malheur de parler de décroissance et là mais malheureux tu veux la mort des pauvres. Excuse-moi, mais quand on parle de décroissance, c'est pas la décroissance pour les plus pauvres. C'est ça. On parle évidemment de décroissance pour ceux qui ont le plus, en fait. Il n'a jamais été question de demander aux plus démunis de faire encore plus un effort. Mais il y a cette... En fait, je pense que c'est soit conscient, soit inconscient. C'est un processus intellectuel hyper malhonnête de dire tu veux la décroissance pour les autres, alors qu'en fait, on n'est juste pas prêt soi-même à la vivre, alors qu'on est tout à fait en mesure, qu'on fait partie des plus riches, on est tout à fait en mesure de questionner un petit peu son mode de vie. Et c'est quand on n'a pas envie de faire ça qu'on va utiliser des arguments à la con pour prendre en otage justement les plus pauvres qui en souffriraient. Mais c'est pas ça du tout le projet, c'est pas du tout ça le programme. C'est pour pouvoir le dire, le communiquer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de représentation politique qui prend à bras-le-corps ce sujet-là. C'est vrai. D'écologie populaire, quelles que soient tes origines, ta communauté, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui me manque. Donnez-nous un peu votre avis, bien sûr, en commentaire. Il y a des éléments que tu voulais rajouter encore Non, mais je suis d'accord sur la dernière question que tu viens de poser. Moi-même, je suis un peu perplexe. Comment est-ce qu'on va faire pour faire s'exprimer une écologie plus populaire j'ai le sentiment qu'il y a une partie entière de la population qui se sent délaissée, qui ne vote pas, qui ne s'intéresse pas à la politique, pas à l'écologie non plus. Comment on les touche? Comment est-ce qu'on arrive à leur faire prendre conscience que c'est un sujet pour tout le monde, qu'il va falloir qu'on soit tous à bord de cette transition pour réussir à la faire, et j'ai pas encore la réponse à ça, et je cherche encore, je creuse. On fera la fresque de l'écologie populaire, ça va être très très drôle ça. Moi j'ai quelques petites questions à te poser avant la conclusion de notre vidéo. Toi, si tu avais l'occasion là maintenant de mettre une mesure en place, tu avais cette baguette magique, ce pouvoir de te dire ok, tu sais quoi, j'active un truc, ce serait quoi? J'hésite entre deux choses. Alors, le truc le plus réaliste, c'est une visibilité sur le prix du carbone à long terme pour aider vraiment l'ensemble de l'économie à aller dans la bonne direction. On a besoin de signaux clairs. J'ai parlé prix du carbone à plusieurs reprises en disant on va commencer par les choses qui coûtent le moins cher en coût à la tonne de CO2 évitée, puis progressivement ça va aller vers des trucs de plus en plus chers.
il faut qu'on ait une visibilité sur plusieurs décennies d'une notion de prix du carbone. Et ça peut prendre la forme d'une taxe carbone, mais c'est pas obligé. Ça peut aussi être les quotas de CO2 européens. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne délivrent pas une visibilité sur le prix futur du carbone. Il faut se donner les moyens d'avoir une notion de prix du carbone avec éventuellement un minimum, un maximum, et sur les prochaines décennies, de manière à pouvoir vraiment planifier au niveau des politiques, au niveau des entreprises et peut-être même au niveau de toi et moi, notre budget perso, quand est-ce qu'on enclenche tel et tels éléments. Voilà, tels et quels investissements pour rénover sa maison, changer de technologie dans une usine, etc. Voilà. Ça, c'est peut-être le truc le plus réaliste et aujourd'hui, ça manque beaucoup de courage politique pour aller vers ça. Parce qu'il y a à nouveau, je pense, du dogmatisme, on n'aime pas l'idée d'une écologie punitive. Je sais pas, mais voilà. Maintenant, au fond, moi, si tu me demandes vraiment ce qu'il faudrait faire pour de vrai, et là, on n'est pas prêt, mais il faudrait vraiment rentrer dans un monde un peu de déconsommation, un peu dans l'esprit des pubs qu'avait fait l'ADEME là, sur les déconsommateurs, les dévendeurs, voilà. Il faut vraiment regarder ça sérieusement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on crée des besoins qui n'existent pas. On s'invente des besoins. Dans le marketing, le métier des gens, c'est de stimuler de la consommation. On produit des choses qui répondent pas à un besoin et après on se démerde pour les vendre. Bon, il faut sortir de ce système en fait. Il faut consommer les choses parce qu'on en a besoin. Éventuellement même parce qu'on en a envie, mais parce qu'on en a envie naturellement, pas parce qu'on nous l'a vendu. Et donc ça passerait par quoi? À terme, progressivement et à terme, ce serait une interdiction quasiment de la publicité. Progressivement, tu vas pas faire ça du jour au lendemain, mais c'est une mutation et s'il faut 10 ans, 20 ans, 30 ans pour le faire, soit, mettons ce temps-là, mais ça joue sur le terme de l'équation de Kaya qu'on avait identifié comme la première brique, c'est-à-dire on arrête de consommer des choses dont on n'a pas besoin. On commence par vraiment se poser la question de ce dont on a vraiment besoin. L'offre et la demande existent, elles doivent se rencontrer. Voilà. Aujourd'hui, le seul moyen de faire rencontrer l'offre et la demande, c'est la pub. C'est con, c'est pas du tout une information pertinente sur les objets. Donc c'est produit par celui qui vend. Oui, la taille du burger à la télévision n'est pas la même que quand tu l'achètes au Quick ou au McDo. C'est pas la même tronche. C'est pas la même tronche, mais ça veut tout dire, quoi. Exactement, ça veut tout dire. Et on essaye d'embellir ce qu'on veut vendre. Bon. Si on arrivait à être dans une société dans laquelle on a moins envie de vendre, on a moins envie de bosser, on a moins envie de produire, et vraiment on va produire parce que c'est toi, tu vois, tu viens me voir, tu veux une perceuse, déjà on peut bosser, excuse-moi, mais on peut bosser 30% de moins par rapport à sans problème, parce qu'on jette 30%. Mais oui, déjà. Donc, alors, ça c'est pour la bouffe, on jette 30%, mais globalement, en gros, la moitié de l'économie consiste à vendre ce que l'autre moitié a produit, dans les grandes mailles, dans les grosses mailles. Et donc il y a, pour ainsi dire, à peu près la moitié du PIB qui sert pas à grand chose, qui sert à protéger les parts de marché des entreprises, à faire en sorte que tout le monde a son emploi, etc. Mais dans un monde dans lequel on réduit fortement cette partie qui sert à vendre, on la fait pas disparaître, on la réduit fortement pour qu'il y ait toujours un peu d'énergie dans le système qui font se rencontrer l'offre et la demande. On remplace la pub par des informations sur les produits qui viennent des consommateurs, qui viennent des experts, qui viennent de gens indépendants, etc. À la fin, tu vas pas mourir de faim chez toi parce que tu n'as pas eu de pub pour un McDo, tu vois. C'est ça. Tu vas sortir de chez toi, acheter à manger. Comment ? Une amélioration pour la santé, même à partir du moment où tu institutionnalises le truc davantage. Mais il y a plein de co-bénéfices derrière. Mais donc, si on sort de ce système dans lequel on vit pour vendre, et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus sain, une économie dans laquelle on passe beaucoup plus d'énergie à aller acheter ce dont on a vraiment besoin, et puis du coup on est des acheteurs beaucoup plus pertinents, perspicaces, avisés, etc. On va arrêter de produire des conneries, on va produire des trucs qui durent plus longtemps, on va faire de la qualité, il y aura plein de co-bénéfices, ça sera meilleur pour la santé, il y aura plein de co-bénéfices. Et ça, c'est le projet c'est un projet de civilisation et c'est sur plusieurs décennies. Donc, c'est génial. Je sais pas si c'est une mesure politique là pour demain matin. C'est génial. Tu parlais en tout début de conversation et moi j'ai envie de creuser ça rapidement. Les entreprises avec qui tu vas discuter et avec qui tu peux être amené à leur dire voilà votre entreprise, désolé, mais est-ce qu'elle existera encore demain? Ça c'est la grande question. Comment ça se passe quand tu annonces à des entreprises que leur modèle économique est voué à l'échec parce que... Alors moi je leur dis pas exactement ça. Parce que moi je sais pas si la transition va se faire.
C'est pas parce que je la souhaite que j'y crois, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. On a tendance à croire ce qu'on désire. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un gros biais, psychologique. Alors, je ne sais pas ce que je veux dans la vie, c'est génial. Et donc, on a cette tendance-là, mais moi, j'ai la rationalité de dire, je ne sais pas si cette transition aura lieu. Évidemment, je la désire, je travaille pour ça, mais je ne sais pas si elle aura lieu. Quand j'accompagne les entreprises sur les risques et les opportunités de transition, je leur dis, écoutez, vous ne savez pas exactement si cette transition aura lieu ou pas. Et d'ailleurs, dans le rapport du GIEC, c'est pas écrit. Il n'y a pas marqué le scénario 2 degrés, il a telle probabilité d'exister. Évidemment que c'est pas écrit, donc le GIEC non seulement ne l'écrit pas, mais il le dit. Il dit qu'il l'écrit pas, il explique pourquoi. Parce que ça dépend des décisions des humains. Voilà. Et le rapport du GIEC lui-même, il est là pour essayer d'influencer ces décisions. Donc personne n'est capable de dire la probabilité qu'on reste en dessous de 2 degrés. Ce que le GIEC est capable de dire, c'est pour tel niveau d'émission, tu as une chance sur 2 de dépasser les 2 degrés ou pas. Voilà. Mais dans la mesure où on n'a pas de probabilité sur le scénario de transition ou pas que l'humanité va décider de faire, eh ben, on ne peut pas faire de prévision. Tu sais, ce qui est difficile avec les prévisions, les prévisions c'est vachement difficile, surtout quand elles concernent l'avenir. Ouais. Voilà. Bon, donc on est un peu démunis. Par contre, quand tu es un patron d'entreprise et que tu prends des décisions d'investissement de long terme sur des technologies qui sont plus ou moins carbonées, et donc tu vas avoir un retour financier qui dépend fortement du prix à venir du carbone. Au moment où tu décides A ou B, que tu le veuilles ou non, tu fais un pari sur l'avenir. Tu fais un pari sur un futur prix du carbone qui fera que ton investissement il est rentable ou il n'est pas rentable. Ce qu'on fait chez Blue Choice, c'est qu'on rend explicite les hypothèses implicites derrière une décision. C'est juste ça qu'on fait. On va leur dire, là tu choisis d'investir dans un truc qui est hyper carboné, pourquoi pas? Sache que tu auras un retour financier positif que si le monde va sur un scénario business as usual 3 degrés. Voilà. Tu as le droit de parier là-dessus, mais tu es conscient que tu paries là-dessus. Voilà. Ou à contrario, tu veux investir dans une bête de technologie hyper décarbonée qui coûte une blinde, ça va t'économiser du carbone à 1000 € la tonne de CO2 évité, tu prends un gros pari. Ce sera un pari gagnant financièrement, financièrement ce sera un pari gagnant dans un monde qui reste en dessous de 2 degrés. Si tu crois à ce scénario-là, vas-y. Voilà. Donc c'est ça qu'on fait, c'est qu'on rend objectif, on rend explicite les hypothèses implicites derrière des décisions de long terme sur des solutions carbonées ou pas décarbonées. Et ça, je pense que c'est une valeur ajoutée très forte pour les boîtes. Aujourd'hui, on est à l'aveugle, on navigue à vue. Voilà. Donc déjà, nous, on fait prendre conscience qu'on navigue à vue, qu'on fait des paris sur l'avenir et on essaie d'expliciter les choses. Je vais vous mettre le lien de Blue Choice en description. Si vous êtes une entreprise, vous avez envie de tester, allez-y. Et je précise, c'est pas une vidéo sponsorisée. Sachez-le bien. On n'a pas payé. Mais et comment réagissent les CEO, les parties prenantes? C'est pas facile parce que les dirigeants ont l'habitude ils n'aiment pas le risque et ils ont l'habitude de prendre des décisions sur la base de choses extrêmement factuelles. Quand ils savent pas prendre une décision, ils vont acheter une mission dans un grand cabinet de conseil avec un nom ronflant, ils vont venir avec des slides, ils vont dire à la fin, on vous donne pas la réponse mais vous la déduisez vous-même, voilà. Bullshit. Et en fait, voilà, c'est comme ça que beaucoup de décisions sont prises. Donc, je caricature un peu, bien sûr. Parce que voilà, un dirigeant, c'est quand même quelqu'un qui a cette grosse responsabilité sur les épaules. Et c'est dur de prendre des décisions quand tu vois pas clair. Voilà. Oui, et surtout que tu as des familles, c'est ton entreprise, mais c'est déjà... À la fin, c'est les salaires de tous tes salariés et les gens derrière, etc. Bien sûr, c'est une grosse responsabilité. Voilà. Et là, on est sur des sujets en plus qui sont forcément sur du long terme, parce que l'impact du prix du carbone sur un investissement sur 10, 20, 30 ans, là, ça va commencer à être significatif. Sur les 10 prochaines années, on s'en fout. Donc, quand tu n'es pas en position d'investir dans des actifs physiques qui vont durer longtemps, la question se pose beaucoup moins. Voilà. Tu as d'autres questions de risque de transition ou de risque ou d'opportunité de transition de court terme, mais qui vont être sur des opportunités commerciales, sur des risques de réputation, sur ta marque employeur. Il y a des choses à regarder. Mais le costaud, le solide, là, sur du financier long terme, c'est pour des assets, des actifs qui durent vraiment longtemps. Ouais. On va transitionner ou pas, Cédric? Mais comme je te disais tout à l'heure, pourquoi tu dis rouge? Ce qui est dur dans les prévisions, c'est quand elles concernent l'avenir, quoi. Je sais pas si on va transitionner.
je vais te faire la réponse bateau, qui est que je ne sais pas si j'y crois, mais moi, je me lève le matin en disant que je ne peux que me mobiliser sur un scénario où on va finir par y arriver. Et au pire, j'aurais fait certains efforts pour rien. Ça, c'est quelque chose, une réflexion qu'on propose en entreprise, c'est un peu une forme de coaching. On demande à un patron, est-ce qu'il préfère perdre une certaine quantité d'argent, mais genre une quantité d'argent qui lui vaut son poste, ou voir la survie de sa boîte. Est-ce que tu préfères perdre telle quantité d'argent parce que tu es allé trop vite par rapport à la transition, ou parce que tu n'es pas allé assez vite? Mais c'est la même quantité d'argent, donc ne me réponds pas, je préfère perdre 1 million plutôt que 2 millions. C'est pas ça la question, c'est la même quantité d'argent. Mais tu préfères le perdre parce que tu es allé trop vite, ou parce que tu es allé pas assez vite? Voilà. Moi, perso, j'ai répondu à la question. Je préfère perdre de l'argent parce que je suis allé trop vite. Voilà. Il y a un album de 50 Cent qui était mon construit à une époque, qui s'appelait Get Rich by Trying. C'était mon schéma de mental. C'était dans ça que je vivais, c'était mon objectif. Comme beaucoup de gens encore aujourd'hui. Je fais tout, par tous les moyens, prends l'argent, donc une vie très luxueuse, active, énergivore, avec beaucoup d'empreintes matérielles et tout ça. Ou alors, meurs en essayant d'y arriver. Aujourd'hui, peut-être ça doit être Get Clean or Die Trying. Bonne réflexion. Mais je vais te laisser le mot de la fin. Comme ça me ferait finir. J'ai fait ma petite punchline. Le mot de la fin, c'est le suivant. On a l'impression que le truc, il est inextricable, il est enchevêtré de partout. Voilà, que c'est une espèce de boule de verrous les uns dans les autres. Et on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Eh ben, il faut se dire que chacun, on identifie un levier sur lequel on peut jouer. Voilà. Et on ne le lâche pas. Et on n'arrive pas à débloquer ce machin parce qu'il y a 3 trucs qui l'empêchent. Mais ces 3 trucs, un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de les faire péter. Une nouvelle loi, un changement d'opinion, un changement de comportement, une entreprise qui bascule, etc. Voilà, ces trucs-là vont un jour se débloquer. Et je vais enfin pouvoir actionner mon levier et déverrouiller un truc. Et moi, quand je vais déverrouiller mon truc, il y a 10 personnes derrière qui attendaient ça pour pouvoir eux-mêmes faire un truc. Moi, je crois à ça. Donc, à un moment donné, la transition, elle pourrait s'accélérer parce que on a déverrouillé suffisamment de trucs, et il y a un effet d'accélération. Voilà, moi, pour continuer d'y croire, je me dis ça. La dernière révolution, les amis, elle approche. C'est ça. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Cédric, je te fais un merci, Vince. C'était un vrai plaisir. Également. Merci pour toutes ces connaissances sur l'équation de Caillard. On a fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs grâce à toi aussi. Oui. N'est-ce pas Noé? Noé, c'est grâce à Cédric quand même qu'on a pu la faire. Très très bien. Elle est disponible en description, vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris le truc, vous pouvez creuser plus en profondeur. Likez, commentez bien entendu. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vous savez, c'est vous qui créez ceci. Si je n'ai pas été prendre un taf, peut-être que j'ai été retrouvé prendre un taf entre temps que cette vidéo est sortie, j'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est pas le cas et que je peux continuer à essayer de faire ça le plus longtemps possible, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee. Il n'y a pas de petits dons. 1 euro, 10 euros, 100 euros. Faites-vous plaisir en fonction de vos possibilités. Si vous ne pouvez vraiment pas, partagez au moins déjà ça. Ce contenu, si ça vous a parlé, c'est le plus important. À bientôt sur Limite. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.